La drogue, c'est mal, vous voyez. Mais c'est justement pour ça qu'il faut lutter contre. Mais lutter contre, ça veut pas forcément dire interdire. Parce qu'évidemment, quand on interdit quelque chose, c'est bien beau, c'est un peu comme mettre la poussière sous le tapis. Mais ça règle pas le problème que la poussière, elle est toujours là, dans la maison. Il vaut mieux plutôt l'acheter dehors que la mettre sous le tapis. Mais pour ça, il faut se pencher dessus et se demander ce qu'on va en faire. Et pour le coup, la drogue, c'est un peu la même chose. Donc aujourd'hui, la loi drogue a 100 ans en Belgique. Et du coup, pour cette occasion, la RTBF se penche sur la question sur la crédibilité, sur est-ce que cette loi drogue sert vraiment à quelque chose, est-ce qu'elle est efficace. Et donc on va lire cet article qui est très intéressant. La loi drogue a 100 ans, un anniversaire à ne pas célébrer. La loi belge qui régit la détention et le trafic de stupéfiants a été rédigée le 24 février 1921. Alors déjà, 100 ans, vous imaginez? Une loi qui n'a pas changé en 100 ans. Comme si, vous savez, à l'époque où il n'y avait pas... En 1921, avant la Deuxième Guerre mondiale, hein, donc à l'époque où les gens étaient encore en train de se balader à cheval dans la rue, on était exactement avec les mêmes mœurs et les mêmes logiques qu'aujourd'hui. Une soixantaine d'associations issues de la société civile profitent de ce centenaire symbolique pour faire entendre leur voix via la campagne Unhappy Birthday. Ils jugent la loi répressive de 1921 contre-productive et demandent sa réévaluation au regard de la société contemporaine et des connaissances scientifiques actuelles. Infordrogue, Bruxelles laïque, Médecins du Monde, ils sont une soixantaine d'associations à remettre en question l'efficacité de la politique menée en matière de drogue depuis un siècle. Une politique basée sur la prohibition des stupéfiants de la consommation au trafic. Pour Bruno Valkeners, de l'ASBL Transit et porte-parole de la campagne, il n'est pas question de ne plus lutter contre le trafic de stupéfiants, ce qui est très important, parce qu'évidemment, la drogue est un fléau. Mais genre, pour de vrai, genre, sans... Ce que dit comme ça fait vraiment, la drogue, c'est un fléau. Mais sans rire, la drogue est vraiment un fléau qu'il faut combattre. Il faut combattre parce que le problème, c'est la dépendance. Ce n'est pas la drogue en tant que telle. Mais il faut envisager une vraie politique de santé publique pour les usagers de drogue avec l'arrêt de la criminalisation de ceux-ci. Quelqu'un de dépendant ne consomme plus pour le plaisir, mais parce que son corps en a besoin. Dans la communauté scientifique internationale, tout le monde est d'accord pour dire que la consommateur problématique est une personne malade, qu'il convient de le soigner, non de le punir. C'est la seule maladie dont les symptômes font l'objet de poursuites pénales aujourd'hui. Et c'est très intéressant. Rien que déjà ce paragraphe-là est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un de dépendant, mais même juste un fumeur par exemple, qui te dit je ne peux pas arrêter, j'en ai besoin, tu le sais déjà, tu comprends directement que ça dépasse simplement effectivement le petit plaisir ou j'ai envie de dire le gars qui va juste... Enfin, je ne sais même pas, mais le gars qui joue aux jeux vidéo par exemple, et qui fait ça pour son plaisir, et que tu lui dis, bon, mais arrête là, va te bouger le cul, va faire la vaisselle, quoi. Non, c'est vraiment, pour le coup, une maladie. Décriminaliser le consommateur. Samy a commencé à consommer dès l'âge de 16 ans. Une première cigarette qui entraîne un joint, puis du speed en discothèque, jusqu'à la consommation de cocaïne et d'héroïne. Marqué par 20 ans de consommation et 10 ans de vie en rue ou en squat, l'homme de 42 ans essaye aujourd'hui de se stabiliser en logement de réinsertion. Pour lui, le fait d'être considéré comme un criminel parce qu'il consommait de la drogue ne l'a pas aidé à s'en sortir. Chaque fois que tu es contrôlé, on te fouille et tu es fiché comme toxico. On te connaît mais répétitivement, on le fait. Tu dois te cacher et consommer dans des endroits abominables. La criminalisation des personnes dépendantes complexifie l'intervention des travailleurs sociaux qui ont plus de mal à établir la confiance, à effectuer de la prévention, à sensibiliser ou à éduquer. Nos travailleurs de rue constatent que les gens sont de plus en plus cachés pour pouvoir continuer à consommer, ce qui augmente les risques sanitaires, regrette Chris Meurant, directeur du pôle psychosocial de l'ASBL Transit. On a un programme d'échange de seringues qui fonctionne bien, on participe à la limitation de la transmission des maladies comme le sida, l'hépatite C. Mais ce n'est pas suffisant car on donne du matos stérile à des gens qui vont consommer dans des lieux totalement insalubre. Et ça, je trouve hyper aussi intéressant parce que je remarque que du côté, surtout des gens qui sont un peu conservateurs, traditionnalistes, il y en a beaucoup qui sont persuadés que interdire
comme on le fait aujourd'hui, que la répression, parce qu'en France, il n'y a pas longtemps, par exemple, on a voté pour une loi qui pénalise toute personne détenant du cannabis en rue de 250 €, il me semble, d'amende, à payer de suite. Et en fait, je crois que c'est 75 € sur le moment, mais sinon 250 €. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que comme vous pouvez le constater, en fait, finalement, ça n'aide personne. Ça n'aide personne parce que les gens qui sont dépendants de tout ça, ils vont juste se cacher, être de plus en plus isolés en fait, par rapport à des gens qui peuvent les aider à sortir de ça, et peut-être justement à reprendre un peu leur vie en main. Et en plus, comme vous le voyez, ici on parle évidemment de drogues encore plus dures, puisqu'on parle d'héroïne notamment, et ici effectivement quand les gens... s'ils chopent des maladies, chaque personne qui chope une maladie, c'est un risque qu'il la refile à quelqu'un d'autre. Voyez. Mais même, du coup, c'est un danger pour la société parce que s'il se trouve dans un hôpital en même temps que vous, s'il se trouve, j'invente complètement, hein, mais s'il se trouve dans la rue et que, voilà, il vous transmet... Alors, je vous dis pas que ça veut dire qu'on doit, évidemment, les éviter avec 5 mètres de distance, mais je veux dire, ça reste un risque et c'est débile de ne pas lutter contre ce risque alors que ça pourrait, par exemple, aider à faire disparaître le sida. Un détenu sur deux pour un contentieux drogue. En 2018, 5215 détenus sur 10 261, soit la moitié de la population... Attends, non, sur... Ah oui, c'est ça. Soit la moitié de la population carcérale était en prison pour une infraction à la loi drogue. Certains le sont pour consommation, vente, d'autres encore pour des infractions de droit commun, comme le vol commis pour pouvoir se procurer des stupéfiants. C'est ce qui est arrivé à Najim, qui aura passé 20 ans en prison au total. Comme j'étais accro, c'était un cercle vicieux. On m'emmenait en prison, l'endroit censé te réhabiliter, mais une fois incarcéré, c'était rebelote. Pour cet homme de 48 ans, la prison pousse les drogués à continuer à consommer et met le pied à l'étrier à ceux qui n'avaient jamais été tentés par la prise de stupéfiants. Dans un sens, c'est même plus facile en prison. Pas besoin de passer des coups de fil, de se déplacer. Dans chaque aile, tu trouves quelqu'un qui vend de la drogue, un détenu ou un maton. Et on en trouve dans chaque prison. J'en ai fait pas mal en Flandre comme en Wallonie. Il y a quelques années, Najim avait réussi à se débarrasser de son addiction. Après un parcours de réinsertion, encadré par des travailleurs sociaux, il avait retrouvé un logement et un travail. Mais il s'est fait rattraper par une dernière condamnation judiciaire. Que les personnes rechutent, ça fait partie du jeu, confie Chris Meurant. Mais ce qui est très dur, c'est quand la justice rattrape la personne, car à partir de ce moment-là, on ne peut plus rien faire. On voit des gens qui s'en étaient sortis, renvoyés en prison, et là, tout s'écroule à nouveau. Je ne suis pas en train de minimiser les délits que peuvent commettre les usagers de drogue, mais la réponse systématique par la prison ne résout rien, bien au contraire. Et donc là, évidemment, si en mettant les gens en prison, on en crée des consommateurs, c'est complètement débile. Parce que s'il y a bien une population qui est à risque, c'est la population carcérale, car... encore une fois, le dernier jour d'un condamné est hyper intéressant pour ça, mais la prison c'est horrible, et donc il faut tenir le coup. Donc évidemment, si les gens en allant en prison commencent à consommer, bah après, ça coûte tellement cher la drogue parfois que ils vont faire des conneries, et du coup ils vont retourner en prison, et en fait ils en sortiront plus jamais. Donc il y a des gens qui vont mettre un pied en prison, et ce sera la fin de leur vie, littéralement. Et c'est complètement débile, en fait. C'est complètement débile parce que la prison, il y en a beaucoup qui ont tendance à l'oublier, mais la prison, c'est pas juste une punition, hein. C'est pas juste on met un enfant au coin et on attend qu'il réfléchisse sur sa bêtise. En fait, la prison, c'est censé être aussi pour que les gens, après leur peine, puissent vivre normalement, en fait. Qu'ils soient réhabilités à la société et qu'ils aient conscience des erreurs qu'ils ont commises pour ne plus les refaire. Donc là, pour des drogués en plus, ça devrait être un endroit où justement ils ne peuvent consommer aucune drogue et où en fait ils sortent de ça. Ils sortent de ça. Et c'est dommage que ce ne soit pas le cas. Les signataires de la campagne Unhappy Birthday pensent que le pénal n'est pas la solution, qu'il existe d'autres systèmes alternatifs permettant de mieux encadrer les personnes dépendantes. Le Portugal a décriminalisé l'usage des drogues depuis 2001. Et ça fonctionne, commente Bruno Valkener. Il constate une diminution de la petite criminalité et plus de trajectoires de soins mises en œuvre. C'est une vraie politique santé publique. Le pénal n'intervient plus, sauf s'il y a des récidives ou des comportements dangereux pour la société. On demande qu'il y ait une approche qui s'inspire de cela en Belgique.
La réflexion est ouverte. Désengorger les tribunaux. Aujourd'hui, 50% des dossiers judiciaires seraient liés à un contentieux drogue, selon Christophe Marchand, avocat pénaliste. Il y a énormément de dossiers stupéfiants qui viennent alourdir et engorger la justice pénale. Les procureurs sont débordés par cette catégorie particulière qui sont les consommateurs trafiquants. C'est-à-dire les consommateurs qui, pour pouvoir assouvir leur assuétude, doivent vendre. Cela les fait passer de la catégorie consommateur qui devrait aller vers la santé publique et recevoir de l'aide, à la catégorie de trafiquants avec détention préventive à la clé, peine de prison, etc. Pour l'avocat spécialisé, longtemps président de la Ligue antiprohibitionniste, il faut sortir les consommateurs du champ pénal, et cela aurait même déjà été amorcé par le passé. La loi de 1921 est relativement courte, elle compte 9 pages et 12 articles. Au cours des années, sa doctrine fondamentale n'a pas changé, mais elle a été amendée à plusieurs reprises par voie d'arrêtés royaux ou de circulaires. L'avocat salue notamment l'avancée que représente la modification vers plus de tolérance face au cannabis, effectuée en 2003. L'article 2 ter, qui a été inséré, a changé quelque chose de fondamental, car au départ, dans l'article 2 bis, tous les actes qui ont trait aux stupéfiants étaient condamnés à un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. En 2003, on a prévu que la détention de cannabis à des fins d'usage personnel ne soit punie que d'une amende de 15 à 25 euros. Mais ce sont des aménagements qui sont assez artificiels et qui ne touchent pas au cœur de la question. Oui, parce que effectivement, et ça on me l'avait beaucoup dit par exemple en stream, quand on parlait de drogue, c'est vrai que le cannabis, c'est vrai que c'est bien de le dépénaliser, mais ce qui est encore mieux, c'est effectivement de lutter contre toute drogue, quelle qu'elle soit. Parce que c'est vrai que le cannabis est une drogue douce, l'alcool est une drogue dure, par exemple, en comparaison, mais c'est dommage, que quoi qu'il arrive, ce sont des drogues, donc c'est dommage qu'on ne les combat pas plus. Et c'est vrai que en 1921, je crois, ouais c'est ça, en 1921, on n'avait pas du tout les mêmes connaissances, les mêmes mentalités sur la drogue qu'aujourd'hui. Donc il est largement temps qu'on réfléchisse à comment sortir les gens de la drogue, plutôt que de juste les mettre en prison. Ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens. Mais à partir de combien de grammes de cannabis possédés n'est-on plus considéré comme un simple consommateur, mais comme un trafiquant? Le seuil de tolérance est de 3 grammes, mais il est juste sujet à interprétation. C'est toujours un grand problème quand la loi est floue et permet une certaine tolérance. Que vous soyez jugé à Bruxelles, Arlon ou Namur, vous ne serez pas jugé de la même façon, et c'est inadmissible dans un état de droit. Est-ce que tout ce travail en vaut la peine? Et je voulais quand même faire une parenthèse, parce que comme vous voyez, la loi a quand même évolué. Et on me demande souvent, mais que fait de bien la politique? Et bien, comme vous le voyez en Belgique, par exemple, la politique a fait évoluer cette loi, et c'est très bien, parce que vous imaginez 3 ans de prison pour un peu de cannabis sur soi, bon, un peu trash, hein, c'est un peu trash. Est-ce que tout ce travail en vaut la peine? Du côté policier, certains émettent également des doutes par rapport au sens de leur lutte contre la drogue. Cet officier de police judiciaire travaille à la brigade des stupes depuis 15 ans. On travaille sur les dealers, les organisations criminelles qui mettent en place des réseaux où on écoule de l'héroïne, de la cocaïne ou du cannabis. Mais pour démonter une filière, cela peut prendre plusieurs semaines. C'est une équipe complète de plus de 10 personnes qui travaillent en filature, en observation, en écoute téléphonique, jusqu'à mettre en place une opération. On arrête plus de 100 dealers sur une année. L'officier, responsable des opérations, confie adorer ce travail intense et hors du commun à condition d'éluder la question du sens. Quand on a saisi 2 kilos, la direction nous félicite, on fait un communiqué de presse. Mais c'est une vaste blague. 2 kilos de saisie alors que cela arrive par tonnes au port d'Anvers toutes les semaines. Quand on sait ce qu'une enquête coûte à la société, les risques que l'on prend, et quand on voit qu'après l'arrestation d'un dealer, dès le lendemain il est déjà remplacé par un autre, est-ce que tout ce travail en vaut la peine? Dans ma section, on évite de se poser la question, sinon on doit tous prendre des tranquillisants. Et je trouve que le fait d'avoir un flic qui dit ça, vous savez qu'aujourd'hui, en plus, la police, il y a plein d'interrogations concernant la police. Et avoir un policier qui lui-même dit « Mais est-ce que cette loi a vraiment un sens dans la façon dont on l'a fait ?» et qui a ce recul-là sur son travail, je trouvais ça très intéressant. Je trouve que c'est justement, pour le coup, c'est vraiment un témoignage important. Et en fait, toute cette pénalisation de la consommation, enfin mais surtout de la vente en fait, alors qu'on tombe si vite dans le cercle de la vente, si je puis dire, bah c'est vrai que c'est assez triste quoi. C'est assez triste. Dépénaliser n'est pas la solution. Le débat sur la gestion des drogues ne date pas d'hier et reste sensible. Certains ne cachent d'ailleurs pas leur scepticisme quant à une éventuelle dépénalisation de la consommation de drogue. C'est notamment le cas de Jean-Baptiste Andris, avocat général près
de la Cour d'appel de Liège. Il est illusoire de penser que les consommateurs problématiques seront mieux pris en charge s'il y avait une dépénalisation. Parce que cela voudrait dire que la prise en charge serait entièrement assumée dans le cadre de la liberté thérapeutique, c'est-à-dire, est-ce que la personne a envie d'être soignée, de recevoir de l'aide? Et donc là, on sent bien qu'on passe à côté de quelque chose. Pour le magistrat, santé publique et justice sont toutes deux nécessaires pour lutter contre le fléau de la drogue, et il faut optimaliser l'interaction entre la carotte et le bâton en créant davantage de passerelles. On a multiplié toutes les mesures alternatives. Plutôt que d'envoyer les gens en prison, nous leur proposons une aide et un accompagnement sur le long terme pour essayer de faire en sorte qu'au moins au niveau de la sécurité publique, les choses puissent être acceptables. Et ce qu'on constate, c'est que ce suivi fonctionne au moins aussi bien que le suivi qui est décidé librement. Donc imaginez que tout va aller mieux en dépénalisant et qu'il n'y aura plus cet encouragement, cette incitation relativement ferme à se prendre en charge, je pense que c'est vraiment une vue de l'esprit. Et ça se termine là-dessus, donc avec évidemment un témoignage, comme dans tous les articles, on essaye d'avoir les avis de tout le monde, et donc un témoignage qui va dans un autre sens. Moi, je crois que, pour le coup, en fait, c'est pour ça que je lisais cet article, parce que je pense qu'avoir tant d'associations, etc., qui trouvent qu'il faut dépénaliser, ça pose quand même la question sur est-ce que, en tout cas, on pénalise bien ou les bonnes personnes. Maintenant, je pense qu'effectivement, il faut pas non plus dépénaliser, parce que dépénaliser totalement, ça voudrait dire qu'alors, par exemple, les mafieux qui font des réseaux, etc., ils pourraient totalement juste vendre de la drogue et on s'en fout. Mais je pense qu'effectivement, il faut, en fait, commencer à réfléchir à une manière de pénaliser peut-être différemment. Effectivement, peut-être, que les personnes qui consomment aient l'obligation de suivre une cure de désintoxication, faire des centres où on désintoxique les gens, faire en sorte d'améliorer la vie des gens, etc. De donner aussi de l'espoir, parce que je pense aussi que la drogue, ça doit être quelque chose de... il doit y avoir un fond de désespoir aussi dedans, et il faut redonner de l'espoir, et donc aussi des choses, des buts à ces gens qui parfois n'en ont plus. Bref, je trouvais cet article extrêmement intéressant, n'hésitez pas à mettre votre propre opinion en commentaire, évidemment, n'hésitez pas à partager, à liker, disliker l'article en fonction de ce que vous en pensez, à vous abonner, et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle actualité.